Votre santé, c'est votre rendez-vous, vous le savez maintenant, le jeudi sur BFM Lyon. Bienvenue, notre invité cette semaine, c'est le docteur Olivier Lejeune, médecin aux Hospices civils de Lyon et également auteur d'une bande dessinée, La vague au cœur de la tempête. On va en parler dans un instant. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Face à vous, comme chaque semaine, Pascal Auclair, le rédacteur en chef de Ma Santé. Bonsoir Pascal. Bonsoir Elodie. Et avant de retrouver le docteur Lejeune, évidemment Pascal, comme chaque semaine, on va débuter avec votre objet de la semaine. Et cette semaine, c'est un objet qui est consacré aux plus jeunes, aux enfants. Oui, ce n'est même pas un objet, c'est des objets en fait. Alors l'actualité évidemment, elle est Covid, elle est aussi variant anglais. Et plus que jamais, il faut insister auprès des jeunes sur l'importance des gestes barrières. On le sait, avec le variant anglais, ils sont plus susceptibles de contaminer les autres. Il y aura peut-être aussi plus de formes graves, on ne sait pas. Bref, il faut insister là-dessus, sur les gestes barrières, et notamment sur le port du masque. Et il y a un certain nombre de sociétés en France, et entre autres dans la région, qui ont l'idée de faire des masques un peu plus fun, un peu plus branchés, pour qu'ils soient plus susceptibles d'être portés par les plus jeunes. Alors je vous ai amené deux exemples. Il y a une société qui s'appelle Mon Masque de France, qui a fait une gamme de masques pour les 6-8 ans et pour les 9-12 ans. C'est fait par un designer. Alors je ne vais pas le porter parce que sinon je vais l'exploser. Mais en gros, voilà. Donc ça c'est pour les 6-8 ans. Alors, il y a, à la bonne taille, avec de la couleur, des petites inscriptions, voilà, bien c'est parfait. fun. Donc ça donne envie de le porter. C'est 100% coton. C'est un textile technique. C'est réutilisable 30 fois. Et ça coûte 11 euros. Là, il y a une pochette avec deux masques. Et c'est bien des masques catégorie 1. Alors, ce sont des masques qui sont. Alors, c'est un textile technique, effectivement, qui est antibactérien et antivirus. Donc c'est tout à fait portable. Et un autre exemple, alors là c'est une société de Saint-Étienne, Tuan régionale évidemment. Et là c'est donc un masque également pour les plus jeunes, pour les 9-12 ans. Ça s'appelle Kit Security. Ça vaut moins de 8 euros et c'est lavable 100 fois. Voilà, ça aussi. Alors c'est un petit peu moins fun, très efficace. Donc voilà, on peut faire porter aux plus jeunes ces masques avec en plus un côté branché. Et c'est important, effectivement, on le dit, on le rappelle, même si on sait que pour les plus jeunes, c'est compliqué à l'école de le garder toute la journée, le masque, mais c'est important de respecter encore ces gestes barrières. Ce n'est pas vous qui allez me contredire, docteur, j'imagine. Ce soir, docteur Olivier Lejeune, donc, je le disais, vous venez de sortir votre première bande dessinée, La vague au cœur de la tempête. Regardez, il est là. N'hésitez pas à aller vous le procurer. C'est l'histoire de Nils, étudiant en médecine. Il hésite à abandonner ses études. Il est appelé pour faire un stage dans le service d'addictologie de la Croix-Rousse, transformé bien sûr en unité Covid, l'appréhension du virus, du contact avec les patients. Sa tante qui va être également touchée par le Covid. On va voir toutes les étapes au sein d'un service qui se retrouve débordé. C'est ce que vous avez vécu, vous, personnellement, évidemment, lors notamment de la première vague. Comment vous est venue l'idée d'abord de faire cette bande dessinée? Pourquoi l'avoir fait? C'est parti d'un dessin, c'est le dessin qui est la page 10, je crois, qui est le dessin de la vague, en fait. Quand on s'est retrouvé avec plus aucun patient dans les services qui avait été déprogrammé, et qu'on avait l'impression d'être sur une plage avec le reflux de la marée et on entendait le bruit de la vague qui venait. Il y avait les médias, il y avait les informations qui nous disaient que ça allait venir et on attendait. Et c'est eu cette page et après, voilà, j'ai enchaîné les pages parce que ça a beaucoup plu à mes collègues, à mes amis, je les envoyais sur les réseaux sociaux. Puis il y a une proposition d'édition. Et puis petit à petit, voilà. C'est votre histoire qu'on retrouve là-dedans, parce que j'ai dit le personnage principal, c'est un jeune médecin. C'est un petit peu autobiographique, vous êtes allé piocher à droite à gauche? Voilà, c'est des personnages agglomérés, hein. Il y a des morceaux d'un peu tout le monde que j'ai mélangés. Je voulais pas qu'il y ait des gens qui se reconnaissent. Voilà, le côté hésiter entre la médecine et le dessin, je ne suis pas allé chercher très loin. Vous le voyez bien. Mais vous aviez ce besoin de témoigner de ce quotidien, cette vague qui a déferlé sur vous, ce manque de matériel également qu'il y a eu pour tous les soignants. Alors maintenant, les gens parlent effectivement de témoignages, mais sur le coup, c'était plus une manière de garder la main sur ce qui m'arrivait, si vous voulez. Tout nous était imposé et finalement... Une façon de tenir le choc face à tout ça. De réinterpréter la partition complètement cacophonique du Covid, et que ce soit écoutable le matin, voilà, chaque jour qu'on ait envie quand même d'y aller. Et donc j'y allais pour m'occuper des patients et puis aussi parce que j'étais en quête de ce projet, quoi. Alors avec Pascal, on a pu feuilleter cette bande dessinée qu'on vous conseille évidemment ce soir. Vous racontez très bien cette urgence dans laquelle vous avez dû vous adapter, vous, la dictologue, le manque du personnel également. On va regarder ensemble
une des bulles de cette bande dessinée avec ce que vous écrivez. Regardez, pousser des patients en réannoncer des cas à ceux des proches qui n'ont pas pu venir dire au revoir à leurs proches qui sont décédés. Ok, c'est pas ma pratique, mais c'est de la médecine tout de même. Mais raconter aux patients qu'on ne peut pas s'occuper d'eux, là, ce n'est pas mon métier. C'est cela aussi votre quotidien. Vous avez été complètement submergé par ce qui s'est passé. Alors surtout, en parallèle, il y avait les autres patients dont on avait la charge, c'est-à-dire tous nos patients d'addictologie pour qui on ne pouvait plus... Enfin, les consultations se faisaient à distance, on n'était pas vraiment habitué à ça, le service était fermé. Pour tout vous dire, on rattrape encore en ce moment dans le service, il y a des gens qui ont rechuté simplement sur le premier confinement. Ils vivent ça de manière extrêmement douloureuse. C'est à chaque fois, pour eux, c'est une catastrophe. Oui, on évoque justement souvent la lassitude du personnel hospitalier. Est-ce que vous le ressentez? Est-ce que vraiment vous avez du personnel soignant autour de vous, au bout du rouleau, au bord de la crise de nerfs? Au bord de la crise de nerfs. Il n'y a pas de crise. Moi, je vais vous parler du service. Oui. Dans le service, il n'y a pas de crise de nerfs. Par contre, ce qui est compliqué, c'est qu'on change de configuration toutes les semaines. C'est-à-dire qu'on ouvre, on ferme. Comme la dernière image de la bande dessinée, c'est l'affreux Covid en train de jouer de l'accordéon. Voilà, on a l'impression d'être dans l'accordéon. Ça ouvre, ça ferme, ça change. Voilà. Et ça ne tient, je pense, que parce qu'on s'entend très bien. Moi, je suis ravi d'aller au travail parce que j'ai des super collègues. Voilà, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais ça, c'est le truc sur lequel on tient, quoi. Ouais. Oui, vous avez une image, une scène peut-être qui pourrait illustrer un petit peu vos propos et qui expliquerait de façon très concrète le quotidien d'un personnel hospitalier en période de crise, en crise sanitaire. Le moment où où on se retrouve tous, c'est-à-dire que c'est la relève, où on va transmettre les informations et où on peut échanger. Il y a une forme de convivialité à la relève. C'est quelque chose qui est un peu difficile en ce moment, la convivialité. Mais là, il peut y avoir une vraie convivialité sans forcément boire ou manger de choses. Mais c'est un moment important. On peut faire des blagues, on peut raconter des histoires, on peut faire un petit pas de côté à chaque fois. C'est un petit peu ce que je faisais avec les planches de bande dessinée, parce qu'on se les échangeait. Les gens venaient me voir en me disant « Tiens, j'ai une idée, est-ce qu'on pourrait pas... » Voilà. Donc là, ça continue un peu, même si je refais plus de planches, mais je continue à faire des petits dessins sur mon compte Instagram. Voilà. Est-ce que vous pensiez, lorsque vous faisiez vos études, ou peut-être ces dernières années, vivre un jour une période aussi incroyable, aussi inédite, aussi angoissante aussi peut-être? Alors ça, j'en avais pas l'idée, mais alors ce qui est assez drôle, c'est que d'habitude, je fais plus des histoires de science-fiction. Et si j'avais fait cette histoire il y a 2 ans, ça aurait été une magnifique histoire de science-fiction. Voilà. Donc non, je l'avais pas imaginé. Et j'espère que... ça va bientôt s'arrêter. Et malheureusement, effectivement, c'est bien réel depuis presque 1 an maintenant. Nous vivons cette terrible pandémie, même si les chiffres ont quelque peu baissé. Mais Olivier Véran, le ministre de la Santé, l'a dit encore aujourd'hui, l'a confirmé. La tension, elle est réelle dans les hôpitaux. Nous étions justement à la Croix-Rousse il y a quelques jours, dans le service pneumologie, où les patients Covid sont encore présents. Vous, dans votre service aujourd'hui, comment ça se passe? La tension, elle est un petit peu redescendue quand même. Vous avez encore des patients Covid. Vous devez encore vous en occuper? Non, nous, nos derniers patients Covid, ils sont partis à la fin de l'année, là. Et là, la pression, elle est plutôt sur le fait que, comme pour la deuxième vague, finalement, qui était très différente de la première, c'est-à-dire que la première, on avait du temps, on avait de l'espace, on avait annulé les consultations. Là, on mène tout de front. C'est-à-dire qu'il faut à la fois assurer le travail normal, et puis on est... tous les jours, on regarde des indicateurs et il y a des réunions Covid très régulièrement pour voir quelle unité va rouvrir, combien de lits, qui veut prendre des lits en plus, etc. Donc, chaque semaine, on ne sait pas comment la semaine d'après va être. Et vous, c'est une situation qui vous inquiète. On n'arrête pas de parler de ces chiffres qui vont ne cesser d'augmenter, d'une potentielle 3e vague qui va arriver, notamment avec les variants anglais. Vous vous dites que c'est pas encore fini, même pour vous, dans votre service, que vous allez devoir repartir. Je sens pas la fin du tout, là. J'ai l'impression qu'il va signer pour une 3e... Enfin, qu'il a déjà signé le Covid pour une 3e vague et que... j'espère que ce sera la dernière. Mais... En tant que médecin, je sais que vous n'êtes pas infectiologue, vous n'êtes pas épidémiologiste, mais vous êtes un professionnel de santé. Que pensez-vous des décisions qui sont prises actuellement? On nous parle depuis plusieurs jours d'un éventuel 3e confinement, qu'on ne peut pas y échapper. Vous y êtes favorable, vous? Il faut qu'on reconfine la France aujourd'hui? Ça m'inquiète beaucoup si vous demandez son avis à un addictologue par rapport au confinement. Moi, le confinement pour mes patients, ça va être une catastrophe à nouveau. Ça, voilà.
Après, il y a la réalité sanitaire. Mais là, pour le coup, comme vous l'avez bien dit, je suis ni infectiologue ni épidémiologiste, donc je ne vais pas être en capacité, je n'ai pas les éléments de jugement pour. Mais il pourrait avoir des conséquences terribles pour tout le monde. Ça en a forcément. Après, voilà. C'est des décisions très difficiles à prendre, à mon avis. Merci beaucoup, docteur Lejeune, en tout cas, d'être venu témoigner ce soir de votre quotidien depuis près d'un an. Je le rappelle, cette BD, La vague au cœur de la tempête, sous le nom d'Olivier Luge. On ne cherche pas Olivier Lejeune, mais on trouvera quand même si vous en avez besoin. N'hésitez pas à aller l'acheter, ce livre. Pascal, on reste dans la crise sanitaire, cette actualité, la campagne de vaccination. C'est votre conseil de la semaine avec un numéro qui a été mis en place pour prendre des rendez-vous. Oui, c'est à la fois un conseil et un rappel, en fait. Si vous avez plus de 75 ans, allez vous faire vacciner. Vous êtes prioritaire pour vous faire vacciner. Désormais, il y a donc un numéro unique à votre disposition pour vous faire vacciner et prendre un rendez-vous. Alors c'est le 04 23 10 10 10. Donc c'est le numéro de vaccination pour les centres du Rhône. Vous allez appeler à ce numéro. C'est ouvert du lundi au samedi de 8h à 18h. Vous allez tomber sur donc une plateforme qui va vous donner soit un rendez-vous déjà s'il y a la possibilité, mais actuellement les centres sont saturés, on manque de doses. Soit au moins on va prendre votre numéro de téléphone, on va prendre vos coordonnées et dès qu'il y aura un créneau, on vous rappellera, vous pourrez vous faire vacciner et vous pourrez retrouver entre guillemets une vie à peu près normale en attendant que ce soit notre tour. Pour les plus de 75 ans donc et les patients considérés à risque également, on le rappelle, ce sont les personnes prioritaires et effectivement il va falloir s'armer de patience puisqu'on l'a dit, il y a un problème a priori d'approvisionnement de doses dans la métropole de Lyon. Merci Pascal, on vous retrouve la semaine prochaine. Merci docteur Lejeune d'avoir été avec nous. Vous restez avec nous, bien sûr, l'info se poursuit sur BFM Lyon. Très belle soirée.